Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour. Merci d'être dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne en ce dimanche matin pour la Cité de la Réussite. Il y a 40 ans, un célèbre journaliste de télévision ouvrait le journal télévisé à 20h en disant « La France a peur ». Elle avait peur, selon lui, parce qu'un fait divers horrible venait de se produire, la mort d'un enfant dans le cadre d'un enlèvement par un homme qui s'appelle Patrick Henry et qui, évidemment, occupera beaucoup la scène judiciaire pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Je ne sais pas si la France a peur aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup de craintes, de doutes, de craintes collectives, de craintes individuelles, pour l'emploi notamment, avec un chômage de masse qui est important dans notre pays, plus important en France que dans beaucoup d'autres pays européens, parmi nos grands voisins notamment, l'Angleterre, la Grande-Bretagne plutôt, ou l'Allemagne.
Elle redoute l'avenir aussi parce que vient se présenter dans notre paysage l'intelligence artificielle et on se demande si demain, ça ne sera pas la fin du travail. Est-ce que l'homme ne va pas être remplacé par des robots intelligents? Elle a peur parce que, elle a des craintes parce qu'elle se demande si la France sera toujours la France, sa culture va-t-elle continuer à rayonner de par le monde. Elle a peur pour ses enfants. Est-ce que les diplômes qu'ils arrivent à passer auront une valeur sur la scène internationale? Et ces craintes sont entretenues aussi par des marchands de pessimisme qui vous disent à longueur de colonne ou souvent dans les médias télévisés que c'était mieux avant, que c'était mieux hier et qu'aujourd'hui, il y a tout à redouter de l'avenir. Et puis les Français aussi ont perdu un peu la confiance vis-à-vis de leur personnel politique, de leurs dirigeants, de leurs élites. Il y a un discours anti-élite très virulent actuellement qui disent que les élites ne sont plus au niveau, elles doutent elles-mêmes, elles ne veulent pas prendre de risques, elles ne veulent pas prendre de décisions. Ce qui fait que, depuis 30 ans, un climat pas très optimiste s'est installé dans notre pays et je dirais que ça va malheureusement de mal en pis. Alors ça a peut-être changé avec les récents événements électoraux que nous venons de vivre et ça a peut-être changé aussi grâce à des hommes et des femmes qui prennent le taureau par les cornes et qui ont décidé de faire changer les choses. C'est de cela qu'on va parler ce matin avec un thème qui est fort intéressant, compliqué, comment agir dans un contexte, dans un paysage économique qui est particulièrement incertain. Alors pour en débattre avec nous, 4 personnes, plus un panel d'étudiants fort brillants qui ont bossé, qui ont travaillé le sujet et qui vont à tour de rôle au cours de l'heure et demie que nous allons passer ensemble poser des questions. Et vous êtes invités également, vous, public, mesdames et messieurs, à poser vos questions. On va essayer de respecter les horaires. Il faut qu'à 12h30, nous ayons terminé. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de formalisme. Les questions sont libres. Et évidemment, les questions les plus impertinentes seront les bienvenues. Pour en discuter avec nous de ce thème ce matin, j'appelle un homme qui connaît bien son affaire, justement, en termes d'incertitude. Il s'appelle Gérard Beckerman. Il est le président de l'Association française de l'épargne retraite. Il a écrit un que sais-je très intéressant sur l'épargne, précisément. Et d'ailleurs, il n'y a pas de chapitre sur l'épargne spécifique. C'est l'épargne vue de façon la plus large. C'est un petit livre que je vous recommande et qui est très intéressant. Le monde de la finance est évidemment sollicité au cours de ce débat et il est en première ligne, je dirais, parce que l'incertitude, c'est aussi ce qu'on fait de notre argent, c'est aussi l'investissement, c'est aussi réfléchir à ce que sera le monde de demain et comment l'affronter le mieux possible avec les richesses que l'on peut avoir. C'est Jean Benardeau qui va aussi nous en parler, qui est le directeur général de HBC France et que j'invite à revenir nous rejoindre sur scène. La finance, l'industrie aussi. L'industrie qui est évidemment particulièrement exposée et on ne cesse dans notre pays de se plaindre de la désindustrialisation de notre outil productif. La part de l'industrie ne cesse de diminuer. C'est un homme qui connaît particulièrement bien son affaire qui va nous en parler. Jean-Pierre Clamadieu, qui est le président du comité exécutif du groupe Solvay. Le groupe Solvay qui est très présent notamment dans tout le secteur des hautes technologies. Jean-Pierre Clamadieu.
Et puis la politique, évidemment. Hein. Il y a la politique. Il s'appelle Bruno Le Maire. Vous le connaissez tous. Il va venir nous rejoindre d'ici à 10-15 minutes. Il est actuellement en train de se livrer à un exercice favori des hommes et des femmes politiques le dimanche. Il est au grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Donc, le temps qu'il sorte du plateau, qu'il se démaquille, eh bien, il sera parmi nous. Merci et on commence. Alors, j'ai envie de me tourner vers vous, Monsieur Beckerman, parce que je voudrais vous poser une question. C'est quoi l'aléa? Le ministre est déjà parti. Vous n'allez pas commencer? Mais c'est à lui qu'il faut poser la question. La seule incertitude que je connaisse, c'est la décision ministérielle. D'ailleurs, c'est un débat... C'était pas préparé, ça? Ah non, c'est spontané. D'accord. Mais j'ai quelques antisèches que je garde qui me rappellent mon enfance quand j'étais étudiant, mais il y a prescription. Mais je vais les cacher car je n'ai pas besoin de les lire. Non, je pense qu'il faut peut-être... pourquoi c'est l'aléa? Parce que d'abord, il faut une grande, je dirais, humilité quand on est ministre. La décision, elle est diabolique. Elle est extrêmement difficile, elle est complexe. Et je suis heureux d'être là. J'étais là il y a une trentaine d'années quand je rédigeais ma thèse sur l'aléa et l'incertitude. Et j'ai l'impression de me répéter. Et qu'est-ce que je disais en quelques secondes? Qu'un ministre ne peut pas décider. Parce que pour décider, il faut qu'il y ait un concept d'intérêt général. Et quand le ministre décide, le soir, à 20h, 21h, parfois à minuit, au 6e étage de Bercy, eh bien il doit ressentir un sentiment de grande solitude. La décision publique, elle est, je dirais, contrariée inévitablement par le fait qu'on ne peut pas comparer les utilités entre les individus et qu'on ne peut pas agréger ces utilités. Et donc le ministre est nécessairement désemparé et c'est pourquoi nous devons avoir un grand respect pour la décision publique. Et je suis convaincu que la non-décision est pire que la mauvaise. Nous avons vécu en France dans un contexte où les décisions n'étaient pas prises. Nous avons aujourd'hui une espérance, et cette espérance, elle s'appelle l'aléa. N'ayons pas peur de l'aléa. L'aléa, il fait vivre. La seule certitude que je connaisse, c'est la mort. Mais la vie, elle est espoir, elle est espérance. La vie, c'est merveilleux. Et je vois beaucoup de jeunes dans cette salle, et certains d'entre eux seront présents au XXIe siècle. Donc il faut espérer l'aléa et arrêter de se morfondre sur l'incertitude. Merci. Alors, Jean-Pierre Clamadieu, l'aléa, ça vous connaît, puisque vous êtes dans un univers particulièrement... Je disais en introduction qu'on est dans un pays, malheureusement, où l'industrie se porte pas toujours très bien, et qu'on est en tous les cas dans un pays qui se désindustrialise. L'aléa, c'est pas uniquement tenir compte et essayer de préserver et de protéger l'intérêt général. Quand on est dans une entreprise comme la vôtre, comment on le gère, cet aléa ? D'abord, effectivement, alors moi je ne suis pas du tout je suis pas un théoricien de l'aléa, je suis plutôt un praticien, puisqu'effectivement il intervient dans mes décisions au quotidien. Peut-être plusieurs commentaires. Le premier, c'est qu'on vit dans un monde qui bouge extrêmement vite et dans lequel les masses en jeu sont considérables. Et donc effectivement, les scénarios qui se développent devant nous prennent quelquefois des détours, des tournants qui sont inattendus. Et il faut, en tant que dirigeant d'entreprise, être capable de faire face à cette situation. Je pense qu'effectivement, au travers de quelques échanges, j'entendais des étudiants me dire, mais au fond, est-ce que le monde bouge plus vite qu'hier? Moi, j'en suis convaincu. Si on prend quelques exemples tout simples, le volume du commerce international d'une journée dans cette année 2017 est supérieur à ce qu'était le volume du commerce international d'une année en 1950.
Deuxième exemple plutôt tourné autour des technologies. IBM a mis 7 ans à vendre 1 million de son premier PC. Apple met quelques heures à vendre le premier million d'un nouveau modèle d'iPhone qui est mis sur le marché. Donc il faut qu'on soit capable, dans un monde qui bouge vite et dans lequel les masses en jeu sont importantes, il faut qu'on soit capable de faire face à cela. Et la seule chose qui n'est pas une option, c'est l'absence de décision. Je rejoins ce que disait Gérard. Il faut qu'on soit capable de décider, de développer une vision et de la mettre en œuvre. C'est ce que nous essayons de faire chez Solvay. Chez Solvay, on est convaincu d'un certain nombre de choses. L'importance de la science, notre capacité à contribuer à résoudre, et nous, c'est Solvay, mais c'est aussi la chimie ou la science des matériaux en général, notre capacité à contribuer à résoudre un certain nombre des problèmes et des enjeux de la planète. Et pour ça, il faut mettre en place une stratégie de transformation. Et la manière dont nous essayons de faire face à cet aléa, c'est une clarté de vision. Je pense que c'est le rôle d'un dirigeant d'entreprise avec ses équipes de développer cette vision claire. Et puis ensuite, une capacité à la mettre en œuvre en faisant en sorte que le micro-aléa quotidien ne vienne pas obscurcir notre vision. Et c'est vrai que dans un monde extrêmement connecté et informé, on a tous les jours plein d'informations qui nous arrivent, qui pourraient nous amener à remettre en question ce qu'est notre vision. Et le talent du dirigeant, je ne sais pas si je l'ai, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, c'est de faire la part des micro-informations qui en fait remettent pas en question votre vision, et il faut simplement continuer à avancer droit, et puis de celles qui au contraire peuvent vous dire tiens, on allait là, peut-être faut-il faire cap un tout petit peu plus à gauche ou un tout petit peu plus à droite. Mais au fond, et à nouveau je rejoins ce que disait Gérard, je crois que c'est l'aléa qui rend passionnant notre métier. Si on avançait dans un monde parfaitement prévisible, le rôle d'industriel serait beaucoup moins intéressant. Aujourd'hui, il faut être capable de développer une stratégie de moyen et long terme. Je suis dans un groupe qui a 150 ans d'histoire et je me sens l'héritier de cette longue histoire. Et je sais qu'un jour, je transmettrai d'ailleurs ce rôle à quelqu'un d'autre. Je suis un élément dans une continuité de dirigeants. Il faut qu'on soit capable de développer cette stratégie de long terme dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Alors, vous venez de le dire, votre groupe, il a 150 ans. Vous êtes entré dans ce groupe par l'intermédiaire d'une autre entreprise qui s'appelait Rhodia. Le groupe Solvay, il n'a pas toujours fait le même métier. C'est effectivement... C'est ça aussi, là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, des marques qui correspondaient à certains métiers, eh bien, ont complètement changé et se sont adaptées au monde dans lequel elles vivaient pour eh bien, essayer de survivre aussi et puis de se développer. Ce groupe, il a effectivement une histoire très intéressante. Il a été créé il y a un peu plus de 150 ans par Ernest Solvay à Bruxelles, autour d'une idée, un nouveau procédé pour fabriquer un produit qui à l'époque et encore aujourd'hui est important, qui s'appelle le carbonate de soude. Le carbonate de soude, c'est ce qui permet de faire du verre. Donc, première révolution industrielle, la production de verre est quelque chose d'important. On ne savait pas bien faire du carbonate de soude, on le faisait dans des conditions qui polluaient énormément à l'époque. Ernest Solvay est arrivé avec une idée, un beau procédé chimique. J'espère qu'il y a quelques chimistes dans la salle et ils savent ce qu'est un beau procédé dans lequel on est capable de faire une réaction qui est parfaitement contrôlée avec très peu d'effluents ou de déchets à l'issue de cette réaction. Et le groupe, au fond, était une sorte de start-up technologique à son début. Il s'est développé, il s'est transformé. Et si je prends simplement ce que nous avons fait ces 5 dernières années, nous avons profondément transformé le groupe après l'intégration entre Solvay et Rhodia pour en faire aujourd'hui un groupe qui est très focalisé sur les matériaux avancés. Nos grands clients aujourd'hui s'appellent Apple, ils s'appellent Boeing, ils s'appellent Safran. Et nous avons réussi une transformation qui fait que plus de la moitié des salariés du groupe aujourd'hui n'y étaient pas il y a 5 ans. Et au fond, cette transformation, elle s'appuie sur ses racines historiques. Et c'est là où on revient peut-être d'ailleurs sur le thème de la transmission qui transcende ces journées. C'est que nous sommes capables de nous transformer parce que nous avons des racines historiques solides. Et effectivement, quand je regarde ce qui se passe autour de nous, quand je parlais tout à l'heure d'IBM, je parle d'Apple, on voit des groupes qui ont été capables de se réinventer. Et c'est ça qui est important pour nous. Et cette tension entre la longue histoire, les racines historiques, le fait d'avoir eu au fil de notre histoire des dirigeants emblématiques comme l'était Ernest Solvay, et puis cette nécessité de s'adapter à des évolutions brutales, c'est ça qui permet aux dirigeants d'assurer la continuité du nom, de la marque, de la structure du groupe qu'ils dirigent. Merci Jean-Bernard Deux. Donc la finance, ça reste la finance, mais ce n'est pas tout à fait le même métier aujourd'hui que par le passé.
avec, je dirais, une exposition. Vous êtes un peu des boucs émissaires très souvent, hein, vous autres, dans le monde actuel. Oui, c'est très injuste. Hein. Mais nous... Mais vous êtes là pour vous défendre. Voilà. Nous, on a la chance d'être effectivement dans un métier qui, contrairement à l'industrie, est quelque part éternel. Parce que même si la finance change, même si la banque change, l'argent, lui, ne change pas beaucoup au cours du temps. Et donc, c'est notre métier que d'aider tout le monde à travailler avec. L'incertitude, ça nous taraude jour et nuit. C'est-à-dire, nous vivons tout le temps dans la banque avec le poids de l'incertitude, et une incertitude en particulier, une qui est être ou ne pas être remboursé de nos crédits. C'est quand même un gros problème, et je crois qu'on se rend mal compte de la foi qu'il faut dans l'humanité, dans le système juridique d'un pays, dans la force d'un gouvernement pour oser prêter à 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. On sous-estime souvent le courage des banquiers face à cela. Alors, pour résister au cours des années, depuis 2000 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une méthode pour gérer l'incertitude et les risques que nous prenons. Et cette méthode, elle est en 5 étapes. Puisqu'on est à la Sorbonne, on peut avoir un discours de la méthode, hein, vous m'y autorisez. Le premier, c'est qu'il faut apprécier le degré de l'incertitude. Car on peut dire tout est incertain, mais si on dit tout est incertain, on prend le risque de ne jamais rien faire et d'avoir peur en permanence d'être tétanisé par le risque. C'est une erreur, parce qu'il y a en fait beaucoup de choses qui sont presque certaines. Et il faut les intégrer et travailler sur les choses qui sont presque certaines le plus souvent possible. Deuxième chose, il faut considérer le facteur C'est quoi les temps. choses incertaines dans Les votre choses, métier? Les choses incertaines. Les choses incertaines dans notre métier sont les comportements des États, pour faire écho à ce que faisait Gérard Beckerman, qui est l'un des facteurs de discontinuité économique. Donc une espèce d'insécurité juridique, d'insécurité législative. L'insécurité des déséquilibres. Ce qui crée les grandes crises financières et économiques, ce sont des déséquilibres qui tout d'un coup s'ajustent. Et donc une grande part de notre métier, c'est de chercher à voir les équilibres se former et essayer d'anticiper pour nous et pour nos clients le moment où ils vont s'ajuster violemment et créer une crise. Généralement, ce moment, on ne sait pas le voir venir. C'est pour ça qu'il y a des bulles. Hein. La bulle, c'est quelque chose qui est un déséquilibre qui se crée de plus en plus vite, que chacun a intérêt à participer parce qu'il a l'espoir d'en sortir avant qu'elle n'explose. Mais c'est notre métier que d'apprécier ces risques-là. Je voudrais commenter le facteur temps. Parce qu'on dit souvent le temps est un facteur d'incertitude. On oublie que le temps est aussi un facteur de certitude par la moyenne qu'il permet de faire. Il y a beaucoup de choses qui sont très incertaines à court terme, moyennement certaines à moyen terme et presque certaines à long terme. Et il y a une autre erreur qu'il ne faut pas faire avec le temps, c'est se dire que plus on attend, plus on intègre d'informations, moins on prend de risques quand on agit. Il y a de multiples exemples où attendre plus longtemps accroît en fait le risque. Douglas MacArthur disait « La plupart des batailles perdues s'expliquent en 2 mots, trop tard ». Il faut intégrer le facteur temps dans la gestion du risque. Ensuite, il faut apprécier l'opportunité. Ça ne sert à rien de prendre un risque s'il n'y a rien à gagner. Du moins dans les affaires. Hein. Il y a d'autres sujets où je respecte le don gratuit sur la vie en société et sur plein d'autres sujets. Mais dans les affaires, il ne faut pas le faire. Et on dit toujours dans la finance, ça ne sert à rien de prendre le risque de perdre beaucoup pour gagner peu. Ça fait sourire tout le monde, mais regardez autour de vous le nombre de gens qui prennent des risques inconsidérés sans réel enjeu. Et puis la 4e chose, c'est que quand on a pris un risque, il faut le gérer et si possible le couvrir. Et c'est là que les banques et les marchés financiers jouent un rôle extrêmement important. C'est notre métier que d'offrir à tous ceux qui, dans la vie des affaires, prennent des risques, des outils pour en couvrir une partie et permettre d'avancer plus loin, plus fort, avec une prise de risque en fait limitée sur les couvertures de taux, les couvertures de change. Et le rôle des marchés financiers, c'est de retirer le risque des uns pour le distribuer à d'autres qui ont plus de capacité à le prendre et au total de diminuer le risque systémique dans l'économie. Il y a un contre-exemple, vous alliez le dire, c'est les subprimes. Oui. Les subprimes, on a dispersé du risque dans des mains qui n'étaient pas capables de le comprendre. Et donc, quand elles ont vu ce risque se matérialiser, on a généré une panique générale. Mais les bons marchés financiers, c'est ceux qui distribuent le risque vers ceux qui les comprennent et ont les moyens de les assumer. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut quand même laisser une part au jugement, à l'intuition et au coup de génie. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire que l'absence de risque, la gestion de l'incertitude, c'est toujours appliquer les plans tels qu'ils ont été prévus. Les Américains aiment à citer Saratoga. Saratoga, ce n'était pas le plan de bataille qui était prévu, mais ça a déterminé quand même une partie de l'indépendance des États-Unis.
Gérard Beckerman, il y a une chose qui est assez typique de la France, c'est cette propension à épargner. On épargne beaucoup en France. C'est-à-dire qu'on n'est pas très serein quand même. Hein. Oui, mais je reviens sur un propos. Et j'imagine que je vous ai vu tiquer, oui. Non, quand il parle du génie du banquier. Hein? Pitié! Les voilà, nos génies. Pascal est un génie. Et qu'est-ce qu'aurait dit Pascal s'il pouvait, d'ailleurs il nous entend, qu'est-ce qu'il aurait dit notre grand Pascal vers 1650? Il aurait dit, moi j'aime le doute, je n'aime pas la certitude, parce que la certitude, elle conduit au dogme, les dogmes, ils conduisent aux radicalités, et les radicalités, c'est une inversion des valeurs dans une société qui doit être ouverte. Donc, je crois qu'il faut considérer l'aléa. L'aléa, c'est une chance. C'est une chance. Et Jean a raison, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion, les grandes banques dans le monde ont su mettre en place des méthodes, des algorithmes, des gestions qui nous permettent de mieux encadrer le risque. Mais voyez-vous, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que pour moi, le risque, il est une chance, il est une ouverture. C'est comme un cycliste. Quand un cycliste est condamné à ne pas bouger, il est condamné à la statique, c'est là où il peut tomber. Et donc le mouvement, il engendre l'équilibre. Le mouvement ne doit pas provoquer les peurs. Le mouvement, c'est la dynamique, comme notre cycliste, qui va recouvrer son équilibre au moment où il pédalera. Et nous avons besoin d'aller de l'avant. Répondez-moi sur l'épargne. Pourquoi on est si épargnant? Non, mais je veux que le ministre soit là, parce que je ne veux pas répéter. J'ai quelque chose à lui dire tout à l'heure, et vous allez m'obliger. Je veux sa présence. J'ai quelque chose à lui dire, d'autant, je vous le dis, que la loi de finances est toujours en discussion. Le Sénat va revenir à l'Assemblée, et après il y aura le vote. Mais il y a surtout, et je vais le féliciter, ce grand projet de loi Le Maire, comme il y a eu jadis la loi qui a attaché son nom à l'histoire, les SICAV Monory. J'espère que le ministre, et je pense qu'il a cette volonté, va nous proposer une loi d'ici 2-3 mois, la loi Le Maire, et là nous allons l'interpeller. Mais je ne peux pas parler à un absent. D'accord. Alors, on va donner la parole. Attendez la réponse du ministre d'abord. On va donner la parole aux étudiants. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vous suggère de vous lever, celui qui la pose la question, et de se présenter pour nous dire de quel horizon universitaire il vient. Et bonjour. Après, il pose sa question. Alors, posez votre question. Non, il est là. Monsieur Aléa. Bruno Le Maire, je vous invite à vous asseoir. Il y a beaucoup de questions qui vous concernent, vous imaginez. Vous avez été mis à la question pendant 1 heure dans une émission de télévision et j'ai mon voisin de gauche, il vous attend avec impatience. Merci. Merci en tous les cas d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre à la Cité de la Réussite pour parler donc de la prise de risque finalement et comment on agit quand on est dans une situation incertaine. Et je demande au public d'ailleurs de se référer au livre que vous aviez écrit il y a 2 ans, Ne vous résignez pas, où c'est un petit manuel en fait justement pour dire il faut aller de l'avant et une condamnation aussi de l'action politique de ces 30 dernières années
vous dites que finalement il ne s'est pas passé grand-chose. L'immobilisme conduit justement à davantage d'incertitudes en plus. Alors, je ne vais pas vous donner la parole tout de suite, même si ça ne se fait pas. On était en train de donner la parole à un jeune étudiant qui va poser une question et après on vient vers vous. Bonjour, Quentin Louis de l'École Polytechnique. Donc ma question a été d'abord pour Jean-Pierre Clamadieu, mais vous y avez répondu très rapidement, qui était sur le fait que nous vivons dans un monde de plus en plus incertain, ou alors c'est ce qu'on dit. Et ma question s'adresse donc aux autres panélistes. Est-ce que vous pensez réellement que le monde est de plus en plus incertain, ou est-ce que c'est simplement une perception individuelle ou collective? Merci. Merci. On va peut-être demander à Bruno Le Maire de répondre. D'abord, je vous en prie, et puis après, Bruno Le Maire va répondre. Enfin, je pense effectivement, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, je pense qu'on va dans un monde qui va de plus en plus vite, dans lequel les masses en jeu, quelles qu'elles soient monétaires, qu'elles soient en termes de production, sont de plus en plus importantes. Et donc effectivement, un événement incertain a des impacts qui sont très significatifs. Alors je me suis posé la question, en entendant d'ailleurs un certain nombre de vos interventions ces dernières heures, est-ce qu'au fond c'est une perception ou est-ce que c'est une réalité? J'ai vraiment le sentiment que c'est une réalité. J'ai le sentiment qu'effectivement, le monde va plus vite et nous impose des rythmes de prise de décision qui sont plus rapides. Maintenant, l'incertitude, elle a été là depuis la nuit des temps et le début de la révolution industrielle. Et d'ailleurs, si je prends ce thème révolution industrielle, on parle aujourd'hui de la 4e révolution industrielle, l'arrivée du digital. Elle se fait avec une constante de temps extrêmement courte. L'arrivée de la machine à vapeur, l'arrivée de l'électricité, l'automatisation, ça a pris quelques décennies. Ce qui me frappe dans l'industrie 4.0, c'est qu'en quelques mois, quelques années, on voit des transformations profondes dans nos entreprises, dans nos supply chains, dans les écosystèmes dans lesquels nous travaillons. Donc mon sentiment, c'est que oui, l'incertitude est de plus en plus importante, ou l'aléa, comme on le disait tout à l'heure, mais ce sont des opportunités pour nous. Et que c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre, il ne faut pas qu'on soit paralysé par ces évolutions-là. Au contraire, il faut qu'on se dise que ces vagues, si on est capable de bien les prendre, eh bien, elles vont nous porter un petit peu plus loin. Alors, Bruno Le Maire, comment on fait quand on est au ministère de l'économie, qu'on a en charge cette économie dont on dit qu'elle se désindustrialise, dont on dit qu'on a bien du mal à la faire repartir en France? Comment on fait, justement, en plus, pour affronter cette 4e ou cette 3e, il y a un débat là-dessus, révolution industrielle. Vous avez la parole. D'abord, bonjour à tous. L'incertitude, elle fait partie de la vie. Je peux sortir de la cité de la réussite, me faire renverser par une voiture, c'était inattendu, ça facilitera le remaniement ministériel de lundi, mais ce n'est pas non plus ce que je souhaite. En revanche, ce à quoi nous sommes confrontés, je ne dirais pas que ce sont des incertitudes, parce qu'une fois encore, l'incertitude, c'est la vie. La vie est incertaine, par définition. Mais nous sommes confrontés à des risques et des transformations qui sont objectivement de plus en plus rapides. Moi, je me souviens quand j'étais sur ces bancs, il y a quelques années, si j'avais besoin de passer un coup de fil, il fallait que je m'assure que j'avais bien une pièce de 20 centimes dans ma poche pour aller le mettre dans le téléphone et pouvoir passer mon coup de fil, soit ici, soit au café du coin. Je n'ai pas non plus 95 ans. Donc c'était il y a peu de temps. Aucun téléphone portable. Si j'avais besoin d'une information pour savoir à quel moment Proust parle de Coutances, puisque j'ai fait des recherches sur Proust, il fallait que j'aille à la bibliothèque de la Sorbonne, que ce soit aux horaires d'ouverture, c'était fermé à l'heure du déjeuner, donc que j'y aille à 14h, que je regarde dans la fiche, que j'aille consulter. Il me fallait au moins 1h30 pour savoir à quelle page Proust parlait de Coutances à la recherche du temps perdu. Là, si j'ai besoin de le savoir, pendant que vous répondez à la question, je regarde sur mon portable, je tape Google, je tape Coutances, je tape Proust, et je le sais en quelques millièmes de seconde. Donc oui, ces transformations vont de plus en plus vite. Est-ce que c'est la 3e, 4e révolution technologique? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le politique a une responsabilité considérable pour accompagner les Français, accompagner les citoyens dans ces transformations, avec une réponse très simple. C'est que si nous prenons en main ces transformations, nous ne les subirons pas. Si en revanche nous ne les prenons pas en main, nous les subirons. Prenez l'intelligence artificielle. Moi, on me dit l'intelligence artificielle, c'est fini pour la France. Elle a pris trop de retard, c'est impossible d'y arriver. Je ne crois pas du tout.
Le Premier ministre a confié une mission à Cédric Villani, prix Nobel de mathématiques, enfin médaille Fields. Il va nous faire des propositions. Il est en train de décortiquer avec beaucoup d'intelligence le problème. Et qu'est-ce qu'il dit dans ses travaux préliminaires? Il dit sur la question de la recherche fondamentale, nous sommes probablement en France parmi les meilleurs. Nous avons les meilleurs ingénieurs, les plus belles intelligences, celles qui savent comprendre les algorithmes, en créer de nouveaux. Mais nous avons une difficulté majeure, c'est les données. Les données, Laurent Alexandre le montre très bien, c'est aujourd'hui Google, Amazon, Facebook qui ont quasiment le monopole des données. Je parle des données privées. Et il dit, mais alors comment est-ce qu'on va faire pour faire coïncider la recherche dans laquelle on est très bon avec les milliards de données qui sont nécessaires, que nous n'avons pas et dont les Américains aujourd'hui sont quasiment les propriétaires exclusifs avec les Chinois. Il dit, ben, regardons d'autres données que les données privées, regardons les données institutionnelles. Regardons par exemple les données médicales. Nous sommes en France l'un des pays au monde qui a le plus de données médicales, le plus de cohortes, parce que nous avons un service public de santé qui nous apporte ces données. Faisons en matière d'intelligence artificielle un investissement sur la santé avec des données très performantes, très nombreuses, qui permettront par exemple de prévenir les accidents cardiovasculaires. Et nous pouvons avoir demain, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux données en matière de santé, une avance considérable sur les autres pays. Et c'est là que le politique intervient. Moi, je sais beaucoup moins bien que vous, beaucoup moins bien que les chercheurs, beaucoup moins bien que Cédric Villani, vers quoi il faut s'orienter en matière d'intelligence artificielle. Je ne suis pas sachant, mais je suis décideur. Je pense que c'est important, dans un monde qui va toujours plus vite, que les décideurs admettent qu'ils ne sont pas les sachants et qu'ils sachent faire confiance à d'autres intelligences, à la société civile, aux chercheurs, aux universitaires, aux entreprises, aux entrepreneurs, aux start-up, aux jeunes, qui ont énormément à nous apprendre parce qu'eux maîtrisent déjà parfaitement des technologies que nous, on maîtrise malheureusement un petit peu moins bien. Et c'est avec cette nouvelle répartition des tâches, des sachants d'un côté venus de tous les horizons qui nous disent « voilà vers où il faut aller » et des décideurs qui ont enfin le courage de décider, de financer l'innovation, de financer l'investissement, d'avancer, que nous pourrons prendre ces révolutions technologiques à bras-le-corps et que nous réussirons. Est-ce que vous sentez que l'état d'esprit est en train de changer, notamment dans le personnel politique? Puisque, si je me réfère au livre dont je parlais tout à l'heure, justement, droite et gauche confondues, et vous venez plutôt de la droite, eh bien, vous reconnaissez qu'il y a une certaine crainte du personnel politique, la crainte que la rue se réveille, la crainte que les sondages baissent, la crainte... Est-ce que cet état d'esprit, pour prendre justement des décisions et prendre la réalité à bras-le-corps et avoir le courage parfois de dire la vérité même si ça déplaît, eh bien, ça y est, ça s'installe, ça. Ah, je crois, oui, que Yves Tréhard, il y a un changement d'esprit extrêmement profond. Extrêmement profond. Vous avez un président de la République, ça n'a échappé à personne, qui décide, et je dirais même qui aime décider. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour la France et une excellente nouvelle pour les Français. Vous avez un Premier ministre, un ministre de l'économie et des finances qui aime décider. Et l'art de la politique, c'est cet art de la décision. Ce n'est pas l'art du compromis, ménager les uns les autres, c'est la capacité à prendre une décision et à assumer cette décision. Prenez Alstom, décision qui a été largement commentée, voire critiquée. Quel est le rôle du politique? C'est de dire, regardez le paysage mondial. En matière de construction ferroviaire, de réalisation de trains ou de RER, il y a un géant chinois, il n'existait pas en 2000, il n'existait pas. Vous pouvez regarder, il n'y avait rien. Le désert, pas de constructeur ferroviaire chinois avec une capacité d'exportation. 17 ans plus tard, le géant mondial de la construction ferroviaire est chinois. Il s'appelle CRRC. Il a gagné tous les appels d'offres aux États-Unis sur le matériel roulant ferroviaire. Tous. Boston, Philadelphie, commandent des RER, des trains. Ils prennent le chinois parce que c'est le moins cher. CRRC a décidé, il y a quelques mois, de s'implanter en République tchèque, via Skoda. Et ils ont une ambition très claire qui est de conquérir le marché européen. Nous, on fait quoi? On reste tout seul en disant Alstom est la meilleure entreprise au monde,
avec notre diplôme du TGV qui roule à 400 km/h accroché dans la salle à manger, et en se reposant sur nos lauriers, où on prend l'avenir à bras-le-corps et on se dit, il y a un géant ferroviaire français, Alstom, un géant ferroviaire allemand, Siemens, on les met ensemble et ça va devenir demain le deuxième constructeur ferroviaire au monde, juste derrière le chinois, capable de rivaliser avec le chinois. Bien, nous, notre choix, il est très clair. Avec le président de la République, nous décidons, nous donnons le feu vert à l'alliance entre Alstom et Siemens, et je pense qu'au lieu de nous complaire dans le passé, et de regarder les vieilles photos sépia de la France avec nostalgie en disant c'était mieux avant, on était plus fort, on était plus puissant, on était plus respecté, on retrouve confiance dans l'avenir et on reconstruit la puissance française. Gérard Beckerman, je sais que... Bon, je vais rapporter, vous avez eu des propos au début assez offensifs sur les politiques. Et vous regrettiez que Bruno Le Maire ne soit pas encore arrivé. Alors vas-y, allez-y, posez la question. Non, mais je vais répondre à la question posée par l'étudiant. On va y venir, mais... Non, la question qui était posée, est-ce que nous sommes dans un monde plus ou moins incertain? Alors, c'est vrai, j'ai lu le livre du ministre, j'ai même lu un autre livre qui m'a beaucoup plus plu sur Kleiber. Et on a la chance d'avoir un ministre qui est cultivé, un ministre qui prend des décisions, car je disais avant votre arrivée, Monsieur le ministre, que la pire décision, c'est la non-décision, et qu'il faut être très tolérant. J'ai fait ma thèse sur la décision publique il y a 30 ans, et j'avais démontré qu'on ne peut pas décider, et cela nous pousse à l'humilité vis-à-vis de la décision ministérielle. Mais quand je vois ces grands hommes, Monseigneur Lustiger, Simone Veil, Elie Wiesel et Jacqueline de Romilly, je crois que pourquoi on est dans ce monde beaucoup plus certain qu'incertain. Tout à l'heure, je prenais la voiture, je passais devant le Louvre et je me disais, l'horrible Catherine de Médicis qui a permis le massacre de 20 000 enfants, bébés, protestants en une nuit, a-t-on déjà vu cela? Je pense à notre terrible peste en 1350 qui a ravagé, la population française était de 17 millions. À cause de la peste, on est passé à 10 millions. C'est-à-dire, on a eu affaire au plus grand traumatisme de l'histoire, les massacres, les maladies, l'incertitude, les révolutions, les génocides, l'extermination. Et on doit être heureux, je vous le dis, et c'est ma conviction profonde, d'être dans un temps où l'incertitude a diminué. Elle n'a pas augmenté. Lorsque le ministre parlait de la pièce de 20 centimes, il a raison. Mais cette modernisation, cette modernité, elle fait que le monde bouge et que nous-mêmes, en tant qu'hommes, en tant que femmes, nous ne bougeons pas autant. Et c'est ce décalage entre un monde qui va de l'avant, 60% des métiers qui sont aujourd'hui exercés ne seront plus les métiers d'ici 10 ou 15 ans. Et je me demande même si dans nos universités, on a la capacité de prévoir cette nouvelle donne. Donc je dis une grande humilité, une grande tolérance, une culture du doute qui doit habiter nos décisions. Ce sont des réducteurs d'incertitude. Alors, on va prendre encore je me tourne vers la droite cette fois, une question d'étudiante en l'occurrence. Je vous en prie. Alors, j'arrive. C'est mon boulot. Ça marche. Bonjour, je m'appelle Marceline, je suis étudiante à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Et j'avais une question, on a beaucoup évoqué la question de savoir si l'incertitude avait augmenté ou diminué par rapport à une époque antérieure. Et dans ce cadre-là, je voulais vous demander si pour vous, la décision politique était plus ou moins un facteur d'incertitude aujourd'hui qu'hier. Alors, Bruno Le Maire. Gérard Beckerman a répondu en partie à cette question. Je vais vous dire, peut-être de manière plus personnelle, comment j'aborde la décision politique. Quand vous avez un choix à faire en termes de fiscalité, quel impôt est-ce que nous baissons? En matière industrielle, quelle entreprise est-ce que nous voulons marier avec telle autre entreprise?
en matière environnementale. Est-ce qu'il faut une taxe carbone aux frontières? En matière de fiscalisation internationale, faut-il, oui ou non, taxer les géants du numérique? Ma conviction est que oui, il faut évidemment taxer les géants du numérique, parce qu'on ne peut pas avoir des petites entreprises en France qui payent leurs impôts et des géants du numérique qui ont un niveau de capitalisation jamais atteint dans l'histoire du capitalisme mondial, qui, eux, ne payent quasiment pas d'impôts en Europe. Je pense qu'il faut aborder la décision politique exactement comme Gérard Beckerman l'a dit tout à l'heure. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, avec beaucoup de modestie et beaucoup d'audace. Autant de modestie que d'audace. De la modestie, d'abord parce que ces révolutions technologiques, nous, responsables politiques, nous ne sommes pas des savants. Je ne suis pas docteur en physique nucléaire, je ne suis pas un spécialiste des algorithmes de l'intelligence artificielle. Donc il faut que j'ai la modestie de reconnaître, sur quasiment tous les sujets, que d'autres en savent beaucoup plus que moi. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Et que je m'enrichis et je prends la bonne décision quand je vais écouter celui qui sait plus que moi. Ça, c'est indispensable. Quand je prends une décision fiscale, la première chose à faire, c'est d'aller écouter les entrepreneurs qui sont concernés. Quand je prends une décision sur les Google, Amazon et Facebook, j'en parle avec mon homologue américain, parce qu'il connaît aussi bien le sujet, et j'en parle même d'ailleurs avec les représentants de ces entreprises, pour leur expliquer ma position. S'en remettre à ceux qui savent plus que vous, et avoir la modestie de reconnaître les limites de son savoir. Ça, c'est pour moi la première condition d'une bonne décision politique. La deuxième, c'est de l'audace. De l'audace pour arriver à surmonter les obstacles. Prenez la question européenne. Moi, je crois, avec le président de la République, qu'aujourd'hui, la zone euro, elle est au milieu du gué. Nous avons accepté de renoncer au franc. Les Allemands ont renoncé aux marques. Les Espagnols ont renoncé à la pesetas. Les Italiens ont renoncé à la lire. Et nous avons abandonné une partie de notre souveraineté en créant une monnaie unique. Une monnaie unique pour 19 États. De l'autre, il y a 19 politiques économiques différentes, 19 fiscalités différentes, donc ça ne peut pas tenir, c'est intenable. Il faut plus d'intégration de la zone euro pour qu'elle devienne une vraie union économique, puissante, capable d'investir, capable de rivaliser avec la Chine, avec les États-Unis, capable de financer l'innovation de rupture, parce que tout seul on n'y arrivera pas, mais à plusieurs, on peut y arriver. Et là, quasiment tout le monde vous dit non. Quasiment tout le monde vous dit c'est trop compliqué, on peut peut-être attendre encore un peu, c'est trop difficile, et puis ça va menacer mes banques, ça va menacer mes industries, ou ça. Et c'est là qu'il faut faire preuve d'audace. C'est là qu'il faut mettre toute l'énergie nécessaire pour que les choses bougent. Et c'est là que se joue le rôle de la France. Parce que la France, et je parle effectivement sous le regard de Français qui force, je pense, notre admiration à tous, que ce soit Paul-Émile Victor ou évidemment Simone Veil, mais aussi Jean-Marie Lustiger. Quel est le point commun de ces hommes et de ces femmes? C'est qu'à un moment donné, ils se sont affranchis du statu quo, affranchis de l'opinion commune, et ils ont fait preuve d'audace. Paul-Émile Victor, il a fait preuve d'audace géographique. Il est allé au pôle, il est allé faire des recherches que personne d'autre avant lui n'avait osé faire. Simone Veil, elle a fait preuve d'audace pour défendre les droits des femmes. Elle a été injuriée, elle a été insultée, mais elle est allée au bout de son audace et elle a donné le droit aux femmes en France à l'interruption volontaire de grossesse, et moi ça force mon admiration. Parce qu'il en fallait du courage, il en fallait de l'audace pour affronter l'opinion publique, pour oublier les insultes, pour oublier les injures et dire les droits des femmes ne sont pas négociables. Une femme doit avoir le droit en France au XXe siècle à l'interruption volontaire de grossesse. Il fallait du courage à Jean-Marie Lustiger pour parler à toutes les religions, pour tendre la main à toutes les religions, pour être le chef de l'Église catholique en France et en même temps tendre la main aux représentants de la religion juive et tendre la main aux représentants de la religion musulmane. Et c'est comme ça, à mon sens, face à des risques, à des mouvements, à une transformation profonde, que la décision politique est la bonne. Beaucoup de modestie et autant d'audace. Merci.
Un petit mot sur l'épargne. Je reviens, hein, j'aime bien. Sur l'épargne. Monsieur le ministre, il nous faut un code de l'épargne. Nous avons un code de la route. Je m'arrête au rouge, je ne franchis pas la ligne blanche, je m'arrête au stop. Nous avons un code des impôts, il est trop lourd d'ailleurs. Nous avons un code de l'environnement, un code de la santé. Il nous faut un code de l'épargne et l'affaire en a rédigé un. Il faudrait, monsieur le ministre, et nous allons aller dans votre sens. C'est la première fois des ministres des Finances, j'en ai connu 10, monsieur le ministre, avant vous. Et je pense qu'avec vous, on a cette chance. Il faut absolument graver dans le... Qu'est-ce que plus solide, le granit ou le marbre? Granit, à mon avis. Le granit. Graver dans le granit, je dirais, la stabilité des règles. Je ne sais pas si vous pourriez aller jusqu'à inscrire dans la Constitution l'illégalité de la rétroactivité en matière fiscale, c'est un autre sujet, mais il nous faut la permanence des règles. Il faut qu'une parole qui ait été donnée par le ministre soit respectée. Il faut qu'un engagement soit respecté. Nous l'avons vu avec la loi sur le prélèvement forfaitaire unique et je sais que vos équipes sont en train de travailler à la grande loi Le Maire en 2018. Nous allons, puisque vous nous avez sollicité, apporter notre contribution, mais il faut absolument qu'il y ait, je dirais, que nous arrêtions de regarder dans le rétroviseur. Nous devons aller droit et nous devons savoir où nous allons. La lisibilité des contrats, la visibilité des échéances et faire en sorte qu'à Bercy, on renonce une fois pour toutes à la bougeotte fiscale. Il faut une permanence des règles. Nous avons un trésor. Ce trésor, 90% de notre dette, c'est l'assurance vie. Et pourquoi c'est un trésor? Et c'est l'objet de ce séminaire depuis 2 jours, c'est la cité de la réussite. Il ne faut pas que ça devienne la cité de l'échec. C'est la cité de la réussite. Ce trésor, c'est l'assurance vie avec 1650 milliards d'épargne. Cette épargne, c'est quoi? C'est le fruit du travail. 17 millions de Français qui ont eu la chance de travailler, d'avoir un peu d'épargne, de mettre cet argent de côté. Et cet argent, il a une grande vertu, je dirais, civique. Ça aide les entreprises, ça aide les États et ça aide à transmettre. L'essentiel de cette épargne, nous n'en profitons pas pour nous-mêmes. Nous allons mourir avant d'avoir pu utiliser nos 1650 milliards d'épargne. Et donc, la décision ministérielle doit intégrer, je dirais, cette revendication forte de la permanence, même pas pour nous, car en assurance vie, nous sommes des Français altruistes. Il faut, monsieur le ministre, que vous soyez aussi altruiste, que vous graviez définitivement la stabilité des règles pour nous permettre de transmettre à notre conjoint, à nos enfants et à ceux que nous aimons. Jean Benardo, il y a une critique qui est régulièrement faite dans ce pays. On vient de parler de l'épargne. C'est que l'épargne, justement, elle n'est pas redirigée vers les petites et moyennes entreprises. Je sais que le gouvernement et la majorité présidentielle actuelle y travaillent. Il doit y avoir une réunion, je crois, au mois de janvier, pour trouver le véhicule ou les bons véhicules qui permettront de diriger cet argent vers les PME et les petites structures. Pourquoi les banquiers, on entend ça, hein, c'est un cliché, mais on l'entend, pourquoi les banquiers ne jouent pas le jeu, justement, pour aider ceux qui sont à la tête de petites structures, qui veulent monter leur boîte, qui veulent la développer, et on dit à chaque fois, les banquiers, ils ne jouent pas le jeu, ils ne prennent pas de risques, ils refusent de le faire. Il y a 2 moyens de recycler. L'épargne, elle a 2 formes. Une épargne court terme, qui est sur les dépôts bancaires, et qui est recyclée en crédit aux entreprises et aux particuliers. À peu près 100% des dépôts bancaires sont recyclés en crédit aux entreprises. 100% des dépôts particuliers vers les particuliers, 100% des dépôts entreprises vers les entreprises. C'est comme ça que ça marche. Et cette épargne-là,
elle s'investit en crédit aussi peu risqué que possible. Pourquoi? Parce qu'on facture généralement ce crédit 1% de marge. 1% de marge, ça veut dire que si on se trompe une fois sur 100, on n'a plus de quoi rembourser les déposants. Et donc, nous ne pouvons prêter cet argent, qui est l'argent des déposants, ce n'est pas celui des banques, ce n'est pas le nôtre. On ne peut le prêter que si on est sûr que celui à qui on le prête va le rembourser. Et en étant sûr, on se trompe quand même une fois sur 100. Et donc, ça équilibre tout juste. Et puis, il y a une deuxième épargne, c'est l'épargne plus long terme, qui s'investit avec plus de risques à plus long terme dans les entreprises. Et cette épargne-là, il faut qu'elle soit incitée à le faire. Et le cadre fiscal est absolument essentiel pour ça. On avait un problème fiscal en France, on le sait depuis longtemps, sur la fiscalité du capital et l'incitation de l'épargne long terme à s'investir dans les entreprises. Les choses sont maintenant largement réglées et on peut s'attendre à un grand mouvement de réorientation de l'épargne longue vers le financement des entreprises, de l'innovation, de la technologie et du développement international. Je suis très confiant là-dessus. On commence à le voir, la demande pour l'épargne long terme, la demande d'investissement à l'intérieur de l'assurance vie pour les unités de compte en action, la demande pour les enveloppes comme le PEA, le PEA-PME ne cesse de croître depuis quelques mois. Monsieur Clamadieu, chez Solvay, vous avez un incubateur de start-up. Vous prenez des risques aussi? Oui, bien sûr. Je vais juste permettre de réagir à ce que disait également Jean avant de revenir sur votre question. D'abord, pour les grandes entreprises, l'accès à la dette aujourd'hui est très facile puisqu'effectivement les marchés nous offrent des opportunités. Mais sur l'aspect capital, Solvay est une entreprise assez extraordinaire de ce point de vue-là. 150 ans et continuité actionnariale, 6e, 7e génération. Le système belge dans lequel nous évoluons le permet, l'encourage. Le système français le rendait très difficile. Et effectivement, les évolutions récentes de fiscalité qu'on venait d'évoquer, elles réouvrent des opportunités pour permettre ces modèles d'entreprise familiale. Et moi, je trouve que nous avons la chance chez Solvay d'avoir le meilleur des deux mondes. Un tiers du capital contrôlé par des actionnaires de long terme, et puis nous sommes sur le marché, donc soumis à la discipline que cette situation d'entreprise cotée nous rend nécessaire. Et je trouve que c'est un modèle, c'est pas le seul, mais c'est un modèle qui a d'extraordinaires vertus. Cette vision de long terme de l'actionnaire de référence, à nouveau les évolutions récentes de fiscalité que nous voyons dans ce projet de budget, y rendent ce modèle-là possible. Alors sur la question start-up, oui, en fait, on a deux choses. D'abord, on est présent dans ce monde des start-up à l'extérieur parce que nous croyons beaucoup en l'innovation ouverte, l'open innovation. On ne va pas tout trouver chez nous. On a des chercheurs brillants, on a des collaborations universitaires, mais on a aussi besoin d'avoir accès à ce qu'on appelle dans notre jargon le deal flow, c'est-à-dire toutes les idées qui viennent de ce monde des startups, en France, en Europe, aux États-Unis, et nous participons, aux côtés d'autres grands groupes industriels, à des fonds d'investissement qui nous permettent de comprendre ce qui se passe autour de nous. Ça représente combien de... Alors, ça représente pour nous une petite centaine de millions d'euros d'investissement qui tournent d'ailleurs dans ces projets et qui à nouveau nous permet de comprendre ce qui se passe. Et puis de temps en temps, on trouve un beau projet et en plus de l'investissement, on développe des relations avec cette entreprise. Et puis on a des startups internes. C'est-à-dire que sur un certain nombre de projets, on voit que pour avancer, il faut qu'on se mette dans cet esprit startup. Vendredi, j'étais à notre siège parisien rue de Clichy et j'étais dans une petite équipe qu'on appelle notre HR Lab. Qu'est-ce que c'est un HR Lab? C'est un endroit dans lequel on a amené une dizaine de personnes brillantes venant de toutes les parties du monde et tous les métiers du groupe qui développent les outils numériques de demain que nous utiliserons dans la gestion de nos ressources humaines. Et on a constitué cette équipe avec une approche start-up. On vous donne 5 mois pour réussir à développer cet outil. Ils ont une date symbolique qui est le 24 décembre dans laquelle ils doivent nous livrer le produit de leurs travaux. Et le fait de fonctionner dans cette approche avec une échéance de temps, des contraintes de ressources. Alors, ils n'ont pas besoin de se refinancer, mais ils ont besoin de venir demander à la direction du groupe un certain nombre de moyens pour continuer ces développements. Le fait d'avoir une relation très courte avec l'utilisateur, on va sans arrêt chercher un feedback d'un petit groupe d'utilisateurs témoins qu'on a utilisés. Cet esprit start-up, dans un domaine un peu différent de notre chimie, il nous permet d'aller plus vite et d'amener des innovations très vite dans le groupe. Et si le 31 décembre, ça ne vous convient pas, ce qu'ils ont fait? Mais ça nous conviendra parce que c'est un exercice d'amélioration. Alors, on n'aura peut-être pas l'outil idéal et on dira il faut repartir sur un autre développement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un groupe qui peut être par sa taille quelquefois un tout petit peu, j'allais dire, bureaucratique dans son fonctionnement, le fait d'avancer en essayant de s'inspirer de ce que l'esprit start-up
peut apporter de meilleur, c'est quelque chose qui nous fait progresser. La vitesse, c'est essentiel, on le disait tout à l'heure. Grâce à une approche de ce type-là, on est capable en interne d'aller beaucoup plus vite sur des projets de développement. Merci. Une question des étudiants, et on vient vers vous après. Bonjour, Léa de l'école ESCP Europe. Alors, on a beaucoup parlé d'incertitude, mais sans vraiment mettre le doigt dessus. Et du coup, j'ai une question assez simple qui s'adresse à vous tous. Selon vous, c'est quoi la principale source d'incertitude aujourd'hui? Alors, je vous voyez hocher la tête. Oui, moi j'ai envie de dire, dans le domaine économique, la principale source d'incertitude, le principal risque de grand choc, c'est l'évolution des dettes publiques. Les grandes discontinuités de l'histoire économique, ce sont les dettes publiques qui explosent et qui génèrent soit des faillites d'État, soit des inflations, soit des guerres. Donc la grande incertitude économique, pour moi, c'est celle-là dans les années qui viennent, car ce problème n'est pas réglé. Dans une période de remontée des taux, il peut devenir aigu. La deuxième incertitude très très forte qui dépasse le cadre économique, c'est l'incertitude dans la société, la capacité de la société à prendre en compte le changement de compétences nécessité par la progression du digital. Et ça, c'est le rôle de l'éducation, c'est le rôle de la Sorbonne, c'est le rôle de tout le monde de faire qu'on puisse accompagner les changements de compétences nécessaires pour que tout le monde puisse participer à cette évolution qui est en cours de révolution digitale. Voilà les deux incertitudes que je vois. Le maire, la dette publique, c'est un des axes, enfin, lutter contre la dette publique, un des axes principaux de votre politique. Oui, moi je crois qu'il y a deux grands facteurs d'incertitude. Le premier, il était très bien mentionné tout à l'heure, c'est l'endettement. Quand vous regardez l'endettement de la Chine aujourd'hui, endettement privé et endettement public, c'est un facteur d'incertitude considérable. C'est des niveaux d'endettement qui peuvent atteindre 170, 180%. Donc ça expose à la moindre remontée des taux d'intérêt. Ça expose aussi à une instabilité en matière de réseau bancaire ou de réseau financier. Donc oui, la dette est un facteur d'incertitude économique absolument majeur, et c'est pour ça qu'il faut réduire le niveau d'endettement, parce que ça crée de l'incertitude. Le deuxième facteur, il est géopolitique. Est-ce qu'à tel ou tel endroit de la planète ne va pas éclater à un moment donné une crise qui ruinera, disons-le, tous les efforts de redressement économique que nous faisons? Si demain il y a une crise majeure avec la Corée du Nord, ne vous y trompez pas, l'impact touchera aussi l'économie européenne et l'économie française. Je veux juste reprendre une seconde, si Yves Tréhard me le permet, cette question de l'instabilité et du risque. Moi, je pense paradoxalement que plus le monde va vite, plus les changements technologiques vont vite, plus les gens, les hommes et les femmes ont besoin de stabilité. Et je crois que c'est un des rôles politiques que de garantir aux gens de la stabilité. On vit bien la stabilité. Stabilité familiale, stabilité personnelle, stabilité économique. Et à quoi est-ce qu'elle tient, cette stabilité? Elle tient d'abord à des règles. Il n'y a pas de société sans règles, il n'y a pas de stabilité sans règles. Et Gérard Beckerman le disait très bien. Inscrivons la stabilité fiscale comme un principe fondamental du droit français. Ça rassurera les entrepreneurs, ça rassurera les épargnants. Ça fait partie des éléments de stabilité. Les règles fixées par la loi, les règles morales sont des éléments de stabilité. Le deuxième élément facteur de stabilité, ce sont les institutions. Nous parlons ici à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre. Et vous voyez bien que ce n'est pas n'importe quel endroit. On ressent ici le poids des institutions. On a la figure de Mazarin, la figure de toutes ces grandes figures qui ont discouru ici, qui se sont exprimées ici, qui pèsent sur nous et qui nous inspirent. Les institutions politiques, les institutions universitaires, les institutions médicales, les règles pour un médecin, le secret médical, tout ça, c'est des principes institutionnels qui garantissent la stabilité dans un monde qui va toujours plus vite. C'est fondamental. Et puis il y a un troisième élément de stabilité qui est peut-être le plus essentiel à mes yeux, mais même certainement. C'est notre humanité. Parce que si vous aviez mis Catherine de Médicis ici, sur la scène devant vous, quelques siècles plus tard, elle n'aurait pas été très différente de vous et de nous tous, dans sa façon de s'exprimer, dans son comportement, dans ses affects. Et plus il y aura de révolution technologique, plus il y aura de l'intelligence artificielle, plus nous aurons besoin de notre part d'humanité. Et quand je dis humanité, je veux dire sentiment, considération pour les autres,
respect, attention aux autres, humour. Humour. Moi, je me souviens, pour finir par une anecdote, que Michel Foucault faisait passer les oraux de philosophie, de l'agrégation de philosophie, ici, dans ce grand amphithéâtre. Et une fois, il avait fait venir un de ses étudiants, il y avait une table, et il posait les sujets ouverts sur la table. L'étudiant arrive, et il y avait 2 papiers posés sur la table devant Michel Foucault. Et l'étudiant devait avoir son sujet pour son grand oral de philosophie, ce qu'on appelle la leçon d'agrégation de philosophie. Sur le premier papier, il y avait marqué « le choix ». Sur le deuxième papier, il y avait marqué « le choix ». Et Michel Foucault avait dit à son étudiant « Monsieur, vous avez le choix ». On va vous donner la parole. Je ne sais pas où sont les micros. Oui. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Monsieur. Levez-vous, s'il vous plaît. Ça marchera beaucoup mieux. Bonjour. Voilà. Je me présente. Je m'appelle Nicolas Dergordati. Je travaille pour le cabinet Mazars. J'avais une question parce que l'aléa, on ne va pas revenir. On ne sait pas... même dès le matin, entre le choix d'un chocolat, d'un café, d'un jus d'orange, c'est déjà un aléa. La question, c'est... Vous vivez dangereusement, vous. Oui. La vraie question, ça a été évoqué plusieurs fois, c'est de prendre la bonne décision. Et c'est vrai qu'une bonne décision, ça a été évoqué, il y a le côté humanité, il y a le côté financier, il y a le côté technique, l'innovation. Il y a aussi les côtés de développement durable, qui est un vrai enjeu actuellement, avec la COP23 actuelle qui se passe. Et le vrai point, c'est de se dire, par rapport à chacun d'entre vous, comment vous vous assurez que vous avez pris toutes les parties prenantes d'une décision, de ne pas oublier un point, parce que finalement, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes, les décisions doivent toujours être faites. On a toujours des impacts sur toutes ces dimensions humaines, techniques, écologique, et comment vous assurez que vous avez pris toutes ces dimensions dans chacune de vos décisions, que ce soit en tant que politique, en tant que chef d'entreprise ou en tant que financier. D'accord. Alors on va peut-être pas donner la parole à tout le monde parce que je voudrais que la parole circule. Monsieur Clamadieu, thé ou chocolat? Plutôt café. Plutôt café, mais je vais juste réagir sur un des éléments. Hein. Vous avez raison, aujourd'hui on doit prendre des décisions qui sont multifactorielles. Un chimiste comme Solvay, face aux problématiques de changement climatique, il a la conviction, et son patron aussi, d'être à la fois une partie du problème et une partie de la solution. Pour être sûr de pourquoi une partie du problème, parce qu'on est un gros émetteur de gaz à effet de serre, pourquoi une partie de la solution, parce qu'on développe des technologies qui nous permettent effectivement de contribuer dans nos propres usines, mais également et de plus en plus chez nos clients, à cette lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'objectiver ce choix. On a fait le choix chez Solvay, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres entreprises industrielles, de mettre en place un prix interne du carbone. Donc quand on prend une décision d'investissement à court terme, on fait comme si l'externalité d'émission d'une tonne de CO2 valait 25 €. Et quand on fait un choix stratégique qui est d'aller vers un métier plutôt qu'un autre, on fait la même analyse avec un prix du carbone qui est à 75 € à la tonne, parce qu'on a le sentiment que si on se projette sur une décennie, c'est probablement les niveaux de prix qu'on verra. Donc on a cherché à objectiver dans notre référentiel de travail un élément qui effectivement était perçu il y a quelques années comme quelque chose d'un peu qualitatif. On voulait faire bien, mais on ne savait pas faire comment faire. Aujourd'hui, on prend des décisions, on décide d'installer une unité de traitement et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur tel ou tel de nos sites qui n'a pas d'intérêt économique, mais lorsqu'on l'analyse avec ce référentiel dans lequel l'externalité carbone est valorisée, on démontre que cet investissement fait sens. Alors on pourrait multiplier les exemples, mais pour nous, c'est la manière dont nous avons effectivement essayé d'enrichir notre processus de décision en prenant en compte des éléments qui aujourd'hui, qui hier n'étaient pas pris en compte dans un référentiel un petit peu plus simple. Question d'un étudiant. Bonjour, Adrien Villard de HEC Paris. Ma question s'oriente davantage pour messieurs Benardo et Clamadieu. On a beaucoup parlé des aléas, de l'incertitude.
mais comment tirer parti de l'incertitude, comment adapter sa stratégie et profiter de toutes ces incertitudes auxquelles nous sommes confrontés, puisqu'elles ne sont pas forcément seulement des dangers. Alors, Monsieur Menardo, comment faire de l'incertitude un atout, en fait? C'est ça, hein, la question. Alors là, c'est très difficile parce que faire de la certitude un atout, on sait le faire. De l'incertitude est toujours un risque. En faire un atout, c'est simplement essayer de maîtriser cette incertitude un peu mieux que d'autres. Et donc, c'est généralement par le travail et l'investigation que vous réussissez à vous forger une conviction que la manière dont vous allez agir est peut-être un peu moins risquée que la moyenne dont tous les autres vont agir. C'est le seul moyen de transformer l'incertitude en opportunité pour un acteur donné dans l'économie. C'est très prétentieux de dire ça, parce que très souvent on se trompe quand même quand on fait ça. Mais pour répondre directement à votre question, c'est la manière de faire. Et à la fin, et ça répond aussi à la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'on fait dans un monde d'incertitude? On a des processus très compliqués d'analyse, très profonde de tout ce qui peut contribuer à une décision, mais à la fin, il faut du jugement. Et à la fin, le jugement, c'est les hommes. Et il y a des gens qui, dans la durée, jugent plus ou moins bien ce qu'il faut faire quand ils ont un faisceau d'informations pour prendre la bonne décision. Et il y en a d'autres qui, en moyenne, prennent quand même plus souvent les mauvaises que les autres. Et ça, dans une grande institution d'entreprise, dans une grande banque, on finit à la fin par se reposer sur un certain nombre de gens qui ont démontré dans la durée qu'ils avaient un bon jugement, un jugement meilleur que la moyenne, pour faire la synthèse et prendre les décisions. Donc l'homme reste quand même à la fin au centre, et c'est pour ça que quel que soit le destin de l'intelligence artificielle, derrière l'intelligence artificielle, il y a des machines qui vont aider à la décision en moulinant de l'information en grande quantité, mais derrière, il faudra toujours quelqu'un pour juger de la valeur de ce qui en sort. Monsieur Clamadieu, vous vouliez ajouter quelque chose? Bon, je peux ajouter quelque chose rapidement. Je pense que l'incertitude sur laquelle je vais me concentrer, il y en a beaucoup de facteurs, mais et d'ailleurs incertitude, curieusement, on le connote un peu négativement, et vous avez raison de poser votre question en ayant l'approche symétrique, c'est-à-dire l'incertitude des sources d'opportunités. L'incertitude technologique, le fait que des nouvelles idées, de nouvelles solutions se développent, présente des opportunités pour ceux qui sont capables de détecter le plus tôt possible ce qui est en train de se passer dans un laboratoire, ce qui est en train de se passer dans une start-up. Donc l'enjeu pour nous, c'est l'ouverture vers ce monde. C'est l'ouverture vers nos clients pour être capable quelquefois d'anticiper, ça paraît un peu prétentieux de le dire, mais j'ai quelques exemples où ça s'est produit, d'être capable de penser un peu avant nos clients ce qu'un changement technologique pourrait apporter. Et comme le disait Jean, c'est les hommes qui nous permettent de faire ça. C'est le fait d'avoir dans nos équipes des gens qui ont des expériences très diverses. C'est le fait d'être capable de se connecter avec des chercheurs de grandes institutions. Solvay a une histoire de relation avec le CNRS qui est très positive, des équipes mixtes dans lesquelles on travaille sur des sujets qui sont des sujets très, très en avance et très en pointe. Le fait d'être capable d'être en lien avec ce monde des startups, tout ceci nous permet quelquefois, restons modestes, de transformer effectivement une incertitude en une opportunité parce qu'on verra un peu plus tôt que les autres ce qu'une technologie nouvelle peut apporter et on sera capable de l'industrialiser un peu plus vite que les autres. Alors, allez-y monsieur, j'aurais voulu qu'on respecte la parité, mais bon. Monsieur Lioré, j'avais deux questions pour Monsieur le Ministre. Oui. La première, hier après-midi, Laurent Alexandre, avec fougue, vous a envoyé un uppercut sur le positionnement de Bercy face à l'intelligence artificielle, en montrant qu'on était très loin des enjeux financiers et qu'on avait du mal à lutter aux GAFA, face aux GAFA. Donc je voulais savoir ce que vous auriez à répondre. La deuxième, dans un autre domaine, vous avez évoqué la fusion Alstom-Siemens pour être plus fort et plus compétitif, notamment face à la Chine. Dans le domaine du nucléaire, qui reste quand même une particularité française, on est confronté aussi à une complexité technique avec des enjeux financiers énormes. Et j'aurais voulu avoir aussi votre avis sur le sujet et voir si l'État va être enfin un État stratège dans le milieu du nucléaire. Alors, l'intelligence artificielle, puis le nucléaire. Bruno Le Maire. Oui, facile, comme dit Jean-Pierre Clamadieu. D'abord, sur l'uppercut, c'est toujours bienvenu un uppercut, parce que ça vous conduit à aller au bout de votre réflexion. J'ai vu évidemment Laurent Alexandre pour en discuter avec lui. Je pense que nous ne sommes pas si loin que ça dans notre approche de l'intelligence artificielle. Je redis que pour moi, le combat de l'intelligence artificielle n'est pas perdu en France et en Europe. Et contre tous ceux qui nous disent voilà, c'est perdu parce que l'intelligence artificielle, c'est d'abord aujourd'hui l'accumulation de milliards de données à partir duquel
un algorithme arrive à créer une réaction précise. Nous avons des atouts. J'ai cité le domaine de la santé, de toutes les données institutionnelles. C'est un atout considérable pour nous. Et quand vous regardez un certain nombre de start-up qui se créent autour du domaine médical, eh bien, je pense que nous avons là des perspectives qui sont très bonnes en matière d'intelligence artificielle. Vous avez quelques grandes entreprises, je pense à Atos Bull, qui sont en matière de supercalculateurs parmi les plus performantes au monde. Là aussi, regardons les choses qui marchent, ce dont nous pouvons être fiers. Il y a des choses et des trains que nous avons manqués, c'est vrai. Et puis, il y a d'autres atouts qu'il faut valoriser. Il y a un autre secteur dans lequel, en matière d'intelligence artificielle, je pense que nous pouvons faire beaucoup, c'est tout ce qui est les transports. Et veillons à ne pas donner toutes nos données gratuitement aux géants du numérique en matière de transport. Ne laissons pas Google prendre possession de toutes les micro-puces qui se trouvent à l'intérieur de vos véhicules Renault ou Peugeot, qui sont gorgés de données qui valent de l'or. À nous aussi, États, de protéger nos intérêts et à nous, Européens, de savoir mieux défendre nos intérêts. Troisième sujet sur lequel je pense que l'Europe et la France peuvent être leaders en matière d'intelligence artificielle. Il y a les données institutionnelles, il y a les secteurs de la santé et du transport. Et puis, il y a toute la réflexion éthique autour de l'intelligence artificielle. Et moi, je souhaiterais que l'Union européenne, sous l'impulsion de la France, prenne le leadership en matière de réflexion éthique sur l'intelligence artificielle. Demain, vous avez un véhicule autonome. Et ça, ce n'est pas pour après-demain, c'est pour demain. Il va avoir un accident, parce qu'on parle beaucoup de hasard et d'incertitude. Même avec un véhicule autonome, il peut y avoir tout d'un coup un enfant qui traverse la route parce qu'il veut rattraper son ballon. La voiture ne peut pas l'éviter, mais elle a le choix entre écraser l'enfant ou aller se projeter contre un arbre et menacer la vie du passager qui est à côté de vous. Comment vous faites le choix? Sur quelle base éthique? Les données médicales vont nous permettre de faire des choix aussi fondamentaux en matière de grossesse. Comment est-ce que nous contrôlons mieux ces choix éthiques? Je pense que c'est au continent européen de lancer la réflexion sur ce sujet et de définir petit à petit un code qui pourrait être un code universel de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que l'une des caractéristiques de l'intelligence humaine, c'est la capacité à mettre des limites qui sont des limites éthiques, pour que les seules limites ne soient pas les limites de la science, mais les limites de l'éthique définie par vous, par nous, par notre humanité. Le deuxième point sur le nucléaire nous garantit une électricité pas chère, sûre, pour de nombreuses décennies. Est-ce que c'est l'avenir de notre pays? Non. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être l'avenir du pays? Parce que ça pose aujourd'hui des difficultés de stockage qui sont importantes, parce que le coût risque d'être plus élevé année après année comparativement à celui des énergies renouvelables, pour des raisons de sûreté, des raisons d'amortissement, pour des raisons aussi d'exportation et de nombre de réacteurs construits à travers la planète. Plus vous en construisez, plus vous amortissez, moins vous en construisez, plus ça coûte cher. Donc le nucléaire va devenir une énergie de transition. Toute la question, c'est de savoir à quel rythme. Et là, je voudrais rendre hommage à Nicolas Hulot, à son sens des responsabilités. Tout le monde lui est tombé dessus quand il a dit 50% d'énergie électrique produite par le nucléaire, ce ne sera pas en 2025. Bien ça, c'est la preuve que Nicolas Hulot est un homme qui a le sens des responsabilités. Et que plutôt que de vendre des illusions aux gens, en leur disant en 2025, 50% d'électricité produite par le nucléaire, lui a eu le courage, et il en faut du courage, de dire aux Français non, c'est tout simplement techniquement impossible. Parce qu'il faudrait déployer des énergies renouvelables à un rythme que nous ne savons pas faire. Parce que c'est les mêmes qui vous disent il faut du renouvelable partout, tout le temps, tout de suite, qui lorsqu'on leur dit on va installer une éolienne en bas de chez vous, disent ah non, c'est pas possible. Je suis élu local.
Il y a 10 ou 15 ans, tout le monde accueillait les éoliennes à bras grands ouverts. Aujourd'hui, si je veux installer 2 éoliennes dans une commune de ma circonscription, c'est impossible, personne n'en veut. Il faut en déployer 60 000 dans les années qui viennent. On va les déployer où? On veut faire de l'éolien offshore. Très beau projet, j'y souscris totalement. Mais nous avons un plateau continental qui a une caractéristique. Il est à 12 km des côtes, c'est-à-dire tout près des côtes. Donc ça se voit, les éoliennes. Et donc les gens disent légitimement, ne gâchez pas notre paysage, on ne veut pas d'éoliennes tout près. Le solaire, on les déploie où, les panneaux solaires? Donc tout ça prendra du temps. Et disons les choses sereinement, le cap, il est clair. Nous voulons augmenter le plus rapidement possible la part du renouvelable dans la production d'électricité en France. Nous ne voulons plus de charbon. Nous ne voulons plus d'usines au charbon parce que ça pollue trop. Mais ne tirons pas un trait sur le nucléaire comme ça du jour au lendemain, parce que ce serait irresponsable. Et que les mêmes qui l'exigent aujourd'hui, le jour où ils n'auront plus d'électricité le soir en hiver, vous reprocheront votre décision. Merci. Alors, une question du public. Ah ben les hommes sont en force, comme sur le plateau d'ailleurs. Oui, bonjour, Patrice Riglet. J'habite la banlieue, et donc je suis à 7 km de la Porte d'Italie et peut-être 18 km de Notre-Dame. Ce sont des références au niveau distance. Vous savez, la banlieue, c'est quand même pas facile, et il ne s'agit pas de la stigmatiser. On parle aussi du Grand Paris, c'est pas encore fait, c'est loin d'être fait. D'ailleurs, on a l'impression aussi que quand on est en banlieue, on ne fait pas partie pour l'instant du Grand Paris. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, ce que je voudrais ici aujourd'hui, la cité de la réussite, liberté, égalité, fraternité, Descartes, Ambroise Paré, Pascal, Simone Veil et d'autres personnes illustres. J'aimerais bien que vous, grands dirigeants d'entreprise, monsieur le ministre, les gens aussi du CAC 40, les 500 familles, ces jeunes aussi qui font Polytechnique, qui ont la chance, ESCP Europe, Assas, Dauphine, toutes les grandes écoles, aident cette jeunesse. Aussi bien les cinquantenaires aussi, parce qu'il y a quand même des grosses difficultés en France. Le salaire moyen, c'est quand même 1 695 € brut en France. Les salaires sont trop bas. Un loyer, c'est dans les HLM, peut-être 400, 500. Dans le privé à Meudon, c'est 989 €. Quand vous avez 1 400 € ou 1 500 € pour vivre, c'est très difficile. Ça, il faut prendre tout ça en compte. La réussite, il y a des belles réussites. Vous avez des parcours où vous avez réussi. Il faut s'engager avec l'éducation nationale à ce que, dès la 3e, vous preniez une classe de 3e et qu'elle voit votre agenda, votre parcours, mais aussi ce que vous faites chaque jour. Pourquoi vous ne prenez pas ces jeunes-là, disant, bah oui, voilà ce que je fais aujourd'hui, regardez. Et vous bossez beaucoup, on le sait. Donc ça aussi, il y a une dichotomie. Il faut qu'on arrive à ça ne s'échange pas, et c'est ça le problème. Il y a des très belles réussites en France, ça fonctionne, donc moi j'attends que vous vous engagiez aujourd'hui. Alors on est dans un monde hyper connecté, mais ça ne marche pas. C'est ça. Bruno Le Maire. Je vais répondre brièvement à monsieur, mais je partage 100% de ce que vous venez de dire. Notre réussite, puisqu'on est ici à la Cité de la Réussite, doit être la réussite de tous. Si c'est la réussite de quelques-uns, ce sera un échec, et ce sera la Cité de l'échec. J'organise mardi prochain au ministère des Finances ce que j'appelle les rendez-vous de Bercy, pour poser justement cette question. Comment est-ce que nous faisons pour que nos résultats économiques, notre succès économique, nos succès technologiques bénéficient à tous et permettent de réduire les inégalités? Si demain la France, c'est 5 métropoles qui concentrent tous les emplois, toutes les universités, tous les laboratoires, toutes les magnifiques entreprises comme Solvay, et que le reste, c'est des quartiers en difficulté et des territoires ruraux qui disparaissent, ce sera un monstrueux échec. Notre succès ne sera un succès que s'il est collectif, que s'il ne laisse aucun Français de côté, que si on est capable de tendre la main vers l'autre, que si on est capable de regarder les difficultés dans le moindre détail,
Oui, il y a un problème avec l'éducation, on est en train de s'en occuper. Oui, il y a un problème de formation, on est en train de s'en occuper. Oui, certains butent sur d'autres obstacles qui sont invisibles. J'étais il y a quelques jours dans une association formidable qui s'appelle Nos jeunes ont du talent. C'est des jeunes qui viennent justement des quartiers que vous venez de citer, mais qui ont 4, 5, 6 ans d'études. Et pourtant, ils ne trouvent pas d'emploi. Ils ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils font l'objet de discrimination, parce qu'ils ne connaissent pas les codes sociaux, qu'on ne leur a pas appris à se présenter, à se maquiller correctement pour les jeunes filles, à s'exprimer correctement pour les jeunes hommes, à se présenter comme il faut. Eh bien, cette association, elle apporte toutes les réponses à ces discriminations invisibles qui sont tellement importantes. Parce que soyons honnêtes, quand vous recrutez quelqu'un, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes responsable politique, la personne, elle entre dans la pièce, elle vous dit bonjour, elle s'assied. Vous savez déjà si vous allez la recruter ou pas. Je force à peine le trait. Donc nous, en tout cas, le gouvernement auquel j'appartiens, la majorité à laquelle j'appartiens, et moi personnellement, la société dont je rêve, c'est une société qui ne laisse personne de côté, où les plus forts tendent la main aux plus faibles au lieu de les écraser. C'est une France dans laquelle il n'y a pas des territoires qui réussissent et d'autres qui échouent, mais on profite des qualités de tous les territoires. Et pour ça, pour moi, je ne veux pas être trop long, il y a une clé absolue. C'est le travail. C'est de revaloriser le travail. Vous disiez que les gens ne sont pas assez payés, vous avez raison. C'est bien pour ça qu'on baisse les charges, pour qu'à la fin du mois, le salaire net soit plus élevé. Parce que les gens qui travaillent doivent se dire, ça vaut le coup de travailler, à la fin du mois, on s'en sort mieux que si on ne travaillait pas. Le travail, c'est ce qui permet de se libérer, de découvrir son talent. Le travail, c'est ce qui permet d'affronter les incertitudes. Parce que si vous restez toute la journée à tourner en rond, chez vous, dans votre appartement ou dans votre maison, je peux vous garantir que l'incertitude, elle est décuplée parce que vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Récompenser le travail, mieux le rémunérer, mieux le valoriser et montrer à quel point c'est un instrument de liberté pour chacun, voilà à mon avis ce qui répond le mieux à votre question. Je ne travaille pas à Bercy, mais je suis un peu informé. C'est plusieurs centaines de jeunes, les rendez-vous de Bercy. C'est plusieurs centaines de jeunes. Mardi matin, c'est ça, hein? Mardi matin, des prix Nobel, des chefs d'État, anciens chefs d'État, pour qu'ils se rencontrent, des chercheurs, beaucoup d'universitaires, pour réfléchir justement à cette grande question. Comment est-ce que, dans un monde de plus en plus en mouvement, nous réduisons les inégalités? Jean-Pierre Clamadieu, vous voulez réagir à cette question? Un commentaire tout à fait dans la ligne de ce que vient de dire Bruno Le Maire. D'abord, pour vous dire que la banlieue, on connaît nos sites industriels. C'est Aubervilliers en région parisienne, c'est toute la banlieue sud de Lyon. Et effectivement, je suis convaincu que nous avons un rôle d'intégration à jouer. Et ce rôle, il faut que nous le jouons. Nous ne sommes pas une entreprise qui est très people intensive, mais face au renouvellement des générations, nous offrons des emplois qui sont souvent des emplois qualifiant, c'est-à-dire que quand on rentre chez nous, on peut faire une carrière et s'y développer, quel que soit le niveau auquel on soit rentré. Et je voudrais simplement insister sur un chantier qui va être ouvert à nouveau en France et qui est vraiment prioritaire à mes yeux, c'est celui de l'apprentissage. Je pense que l'apprentissage est un fantastique outil d'intégration, y compris, et j'allais dire surtout, pour les publics les plus difficiles. Nous avons, nous, entreprises, un rôle à jouer. Beaucoup de mes collègues, vous le direz, avec autant de conviction que moi. Le gouvernement ouvre ce chantier avec Muriel Pénicaud et effectivement, nous répondons et nous répondrons présents. Nous voulons être capables d'intégrer plus d'apprentis. C'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves dans d'autres pays, pas très loin de nous. Il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne. Pour de multiples raisons, en France, on a eu des difficultés à développer cet outil à son plein potentiel. Je suis convaincu que les entreprises industrielles et les entreprises industrielles au travers de l'apprentissage sont capables de décupler leurs efforts et leur contribution à l'intégration. Merci. Alors, je voudrais... L'heure tourne. Je voudrais que tous les quatre, vous nous donniez un message d'espoir, justement pour affronter ce monde incertain. En une minute, si vous aviez quelques mots pour nous permettre d'affronter cet avenir avec davantage de sérénité, plus de confiance et peut-être plus de certitude, tout simplement. Monsieur Bernardo.
Alors moi je dirais que c'est sur l'éducation qu'il faut investir. L'éducation, l'enseignement, il a tendance à enseigner des certitudes, parce que c'est son travail et c'est normal. On a besoin de transmettre des savoirs et on a besoin de développer l'esprit déductif et faire que quand on pose un problème, il y a une solution, ce qui permet de le noter. C'est bien, il faut continuer, mais il faut aussi l'étendre vers comment gérer l'incertitude dans le futur. Moi je vois trois choses. Les sciences expérimentales, c'est un bon moyen de s'affronter à l'incertitude. La chimie, par exemple, excellente science. On utilise beaucoup les modèles dans le monde moderne pour gérer l'incertitude. Il faut apprendre à gérer les modèles et la probabilité en voyant leurs limites. Apprendre les limites des modèles en même temps que les modèles, c'est extrêmement important. Et puis l'histoire. L'histoire, c'est ce qui montre que tout et son contraire ont toujours existé, mais plus on en connaît, plus on a de chance dans une situation donnée de se raccrocher à quelque chose qui s'est déjà passé. Jean-Pierre Clamadieu. Moi, deux messages. Un message effectivement d'espoir autour de la science et de l'industrie. Et quand je dis la science, je pense en particulier aux sciences un peu dures, physique, chimie. Je crois que dans nos laboratoires, le nôtre est très large et très collectif. Nous avons beaucoup d'idées qui se transforment en des outils qui permettent de faire de cette planète une meilleure planète. Donc ayons confiance en la science, ayons confiance en l'industrie. N'écoutez pas trop ce qui se dit sur le thème « l'industrie c'est fini, les entreprises sans usine ». Non, l'industrie, elle aussi, a d'extraordinaires contributions à apporter et soyons confiants dans notre industrie, en particulier d'ailleurs dans les grands groupes industriels d'origine européenne. L'industrie européenne, elle n'est pas finie, loin de là. Elle porte très haut et très fort nos couleurs, elle porte aussi notre modèle social. Et puis deuxième message plus personnel et plus dirigé vers la partie la plus jeune de ce public, rêvez et réalisez vos rêves. Je crois que c'est ça qui permet effectivement de faire la différence, c'est ça qui permet effectivement de se dire qu'on est bien ici une cité de la réussite. Gérard Beckerman. Je n'avais pas préparé de conclusion, je vais donc regarder les yeux de Monseigneur Lustiger pour être inspiré. Je crois qu'il faut aimer l'aléa. Il faut chérir le risque. Monsieur, tout à l'heure, parlait des banlieues. Mais moi, je ne mets pas dans le même panier Neuilly et Saint-Ouen. Il y a banlieue et banlieue. Et quand on écoute les mots qui ont été prononcés tout à l'heure, c'est une évidence que aujourd'hui, pour demain, personne ne doit être laissé sur le côté de la route. Et je suis convaincu que le ministre, il est imbibé par cette conviction. Alors je dirais, n'ayons pas peur de l'aléa. Il y a beaucoup plus de certitude aujourd'hui qu'il n'y en avait hier, et il y a beaucoup moins de certitude aujourd'hui qu'il n'y en aura demain. J'ai confiance. Merci. Monsieur le ministre. Écoutez, tout a été dit, simplement peut-être deux remarques. La première pour dire que si on se reporte un an avant, vous aviez un continent européen, un continent américain confronté à des choix politiques absolument majeurs. La Grande-Bretagne était confrontée à un choix important sur l'Europe. Et face à la crise économique, face aux doutes sur l'Europe, les Britanniques ont choisi le Brexit. Ce qui, je crois, est une erreur historique qui, malheureusement pour le peuple britannique, que j'aime beaucoup, leur coûtera très cher. Les États-Unis, confrontés à la désindustrialisation, à une vraie crise économique aussi, avaient choisi Trump. No comment. Et le peuple français, lui, a un deuxième tour d'élection présidentielle entre les extrêmes et un jeune candidat dont chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais qui présentait un projet raisonnable et un projet harmonieux pour les Français. Les Français ont stupéfié tout le monde, et le peuple français a stupéfait tout le monde à travers la planète en faisant le choix de la raison et du rassemblement. Donc moi, mon vrai motif d'espoir comme responsable politique, mon motif d'espoir le plus important, c'est le peuple français. Le deuxième message que je veux faire passer, c'est pour les jeunes qui sont ici, qui s'interrogent sur
monde incertain, comment prendre de bonnes décisions, comment affronter les risques. Moi, j'ai qu'un seul conseil à vous donner. Gardez les 2 pieds bien sur terre et surtout la tête dans les étoiles. Merci, merci à tous les 4 de vous être livrés à cet exercice qui n'était pas décousu du tout, puisqu'on peut avoir l'impression qu'on passe du coq à l'âne et tout ça, mais pas du tout. Merci à vous autres étudiants, et je suis désolé vis-à-vis de ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, et merci à vous, public, pour cette écoute attentive. Bon dimanche.